Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce 14 février. Alors, pour les mamans qui sont toutes seules ou les mamans solo ou juste les mamans tout court, je sais pas, normalement il n'y a pas de match de foot ce soir. J'espère que vous allez bien. J'attends juste 2-3 minutes, un petit peu le temps de la connexion. Voilà, on passe en direct sur Facebook, c'est nickel. Hop. Donc déjà, j'espère que vous allez bien en ce jour de Saint-Valentin. Donc moi, c'est aussi un jour un peu spécifique puisque c'est la journée de sensibilisation des cardiopathies congénitales, des malformations cardiaques. Donc j'ai été touchée de très très près par ça. Donc c'est une journée aussi un petit peu particulière. Mais on est plutôt là pour parler de cœur, d'amour, autour du coup de la tisane des mamans. Donc j'ai ma petite tisane du mercredi soir et j'avoue que ça fait du bien. L'avantage de ce moment-là, c'est que vous êtes au fond du canapé, au fond de votre lit, la couverture. Moi, j'ai, comme toutes les semaines, mon petit plaid avec moi aussi. Voilà, donc c'est vraiment un moment décontracté. N'hésitez pas surtout à poser vos questions parce qu'on est là pour y répondre. Et oui, je ne fais pas cette émission toute seule. Chaque semaine, hop, je remets mon plaid. Chaque semaine, j'ai une invitée pour parler autour de cette thématique des mamans, mais j'ai plutôt globalement des femmes, parce que ce soit les mamans, les femmes, on traverse, alors pas toujours les mêmes épreuves avec l'éducation des enfants, mais il y a quand même certaines choses qui se regroupent et qui se recoupent. Et pour cette semaine, j'accueille avec grand plaisir Cindy. Bonjour Elodie, bonjour Facebook. Coucou Cindy, comment vas-tu? Ça va bien. Et toi? Ah ben écoute, comme un mercredi, veille de vacances. Parfait. Dans 2 jours, La c'est les petite vacances. tisane, la petite tisane est prête. Toujours. Parfait. Et toi, t'as la T'en tienne? fais? Ouais, mais ce sera de l'eau ce soir. J'ai pris la tasse, mais c'est de l'eau. Ok. Après, la tisane, c'est de l'eau aussi, hein, on s'hydrate. Ah oui, oui. Ce soir, je n'étais pas bon dans ma consommation d'eau journalière et besoin d'hydratation, donc je me suis dit non, c'est bon. On reste sur l'eau aujourd'hui. D'accord. Du coup, on est là pour parler des mamans. Et pour commencer, une présentation de ton parcours pro, perso, de qui t'accompagne, de qu'est-ce que tu fais là. Oui. Voilà. Ok, c'est parti. Alors, j'espère que mon chat va pas faire trop de bazar, parce qu'il est en train de jouer avec un carton à côté. Donc, si jamais tu entends qu'il fait un peu trop et que tu me le dis, puis je lui retirerai son carton. D'accord? Les aléas du direct. Alors, je m'appelle Cindy, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants, de 9 ans et de 5 ans, de petites filles, et grandes filles d'ailleurs maintenant. Mon parcours, écoute, parcours scolaire assez chaotique, avec de la phobie scolaire, avec plein d'aléas. Je ne trouvais pas ma place dans le système scolaire tel qu'il est créé. J'ai été ensuite assistante dentaire pendant 12 ans, spécialisée en chirurgie. Et c'est durant ce parcours que j'ai compris que dans mes mains, il se passait plein de choses et que j'étais très sensible aux énergies des autres personnes. C'est un petit peu comme ça que l'histoire a commencé pour moi. Petit à petit, je me suis formée, j'ai découvert, j'ai expérimenté un petit peu différentes techniques qui m'appelaient. Et puis, je me suis lancée. À un moment, c'était juste une évidence pour moi de ne pas rester juste assistante dentaire, de rester juste salariée. Ça devenait un non-sens, en fait. Même si de base, j'aimais beaucoup mon travail. Hein. Je pense que tu connais ça aussi. Ah, j'étais en plein dedans aussi. Il y a Blandine qui arrive et qui attaque, qui avait prévenu, hein. Pas trop Bonsoir, quand même. Blandine. Merci. Merci. Oui. Moon. Ouais. C'est un bébé, Et tu vois. Il a 5 ans. Je suis maman aussi de chat.
Mais oui, d'aimer son métier, d'être en difficulté, même de le quitter, c'est une grosse remise en question. Ben oui, puis tu remets en question tes valeurs, tu remets en question même qui tu es, c'est quoi ton moteur intérieur? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Moi, tu es dans une position où j'aimais mon travail, mais profondément. J'y avais ma place avec mes collègues, mon patron, j'avais un patron en or, qui était à l'écoute, qui était bienveillant. Sauf que, ben, petit à petit, j'y trouve, la phrase, c'est vraiment ça. Mon travail était devenu un non-sens. Ça ne résonnait plus. J'étais plus au bon endroit. Seulement, ben, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, tu vois, t'as 2 enfants, t'as une maison aussi, on est propriétaire. L'entourage qui même constatait ce que je faisais, le bien que je pouvais apporter, disait, mais Cynthia, t'es malade ou quoi? Ne quitte pas la sécurité de l'emploi. Ah, Tu te rends pas surtout pas! compte. Non, non, reste bien à ta place. Et si c'est difficile, eh ben, serre les dents, hein? Et puis ça va aller. C'est un petit peu ce que j'ai vécu. Donc je raccourcis un petit peu l'histoire, hein, sinon on sera ensemble jusqu'à 4 heures du matin. Et ce qui fait qu'en fait, je suis pas partie. Je suis pas partie de ce travail-là et je me suis retrouvée en burn-out. Et on s'est connus d'ailleurs à ce moment-là, Elodie, hein. Ouais. Euh, Moi, j'étais et dedans, toi, t'en sortais. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. ouais, Toi, c'est ça. t'étais c'est la fin et moi, j'avais les deux pieds dedans dans le burn-out. Ouais, j'étais en train de travailler justement ma légitimité de là où je voulais aller. Est-ce que j'ai les ressources pour être indépendant, pour être entrepreneur? Est-ce que j'ai la force, la niaque nécessaire? Est-ce que ce qui vibre là, bah, réellement, c'est quelque chose de concret et pas juste une lubie non plus? Est-ce que c'est pas passager? Est-ce que je me fais pas une crise de la trentaine ou un truc comme ça? Avec plein de remises en question. Et en fait, non. Maintenant, j'y suis bien et j'ai jamais été aussi épanouie que là maintenant. Il y a- il Voilà y un a- petit peu le parcours. Ah ouais, la team du burn-out, mais en général, si tu regardes un petit peu les thérapeutes, les auto-entrepreneurs, on a tous un parcours, on a tous en général un premier métier. Il y a eu un couac quelque part qui fait qu'on est parti sur en écoutant sa boussole intérieure, son ressenti, ce qui nous donnait vraiment la force, la niaque au final. Hein. Et Et puis, ce burn-out qu'on a tendance à voir de manière extrêmement négative ou quelque chose de très pesant, parce que pour moi, on y met beaucoup d'énergie très négative sur ce burn-out. C'est quelque chose qui te plombe psychologiquement, physiquement ou quoi que ce soit. Moi, j'y mets plutôt énormément de lumière parce qu'en fait, c'est grâce à ce burn-out. Parce que moi, j'ai fait pareil, j'ai tout fait en même temps, la remise en question de mon boulot, enfin l'annonce du diagnostic de mon enfant neuroatypique, enfin ça, tout qui est passé, le pro, le perso et tout. Mais en fait, je suis en hyper gratitude de ce moment-là. Alors clairement, quand tu es dans la tempête, bah tu es dans la tempête et tu n'es pas du tout en gratitude et tu te dis à quand ça va se finir ce merdier. Mais une fois que c'est passé, tu peux prendre un peu de recul et te dire, mais finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, je suis hyper contente d'avoir vécu ces instants hyper désagréables, parce que du coup, c'est ce que tu dis très bien, c'est qu'on va aller chercher la boussole intérieure. Moi, j'adore la boussole intérieure. Alors, on va aller chercher cette connexion à cette boussole intérieure de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire pour arrêter de faire plaisir aux autres. ça te donne de la force en fait. C'est ça. Et moi, j'ai eu l'impression dans mon vécu, c'est que je me retrouvais face à mon propre mur. Mais Là clairement. où il n'avait plus de résonance, là, ce nœud à la gorge, ce poids, les pieds de plomb, la colère aussi, et la colère que j'avais vis-à-vis de moi-même. Et je perdais, hein, en fait, en restant dans ce cadre-là, je perdais confiance en moi, je me respectais plus, l'estime de moi, le regard que j'avais de moi-même. J'ai pris énormément de poids à ce moment-là parce que j'avais besoin de me cacher. Coucou Salut, Nathalie. Salut Nathalie, et j'ai même Guillaume qui vient de nous faire un coucou. Salut Guillaume. Ah, Bah, du coup, je sais plus ce que je disais. les joies du direct. Il y a Blandine qui met ça donne la force, mais ça réveille des peurs. Punaise, Blandine, il faut que tu regardes le replay de la semaine dernière avec Nathalie. Elle On était a là, elle énorme, était présente, Blandine. ouais, on a beaucoup parlé des peurs. Et non, mais sérieux, Guillaume et Nathalie qui me répondent exactement en même temps, qui sont synchro.
Du coup, ouais, les peurs, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Je pense pas que ça réveille des peurs. Je pense que oui, ça les met en lumière et c'est que c'est juste le bon moment pour aller les travailler. C'est que finalement, on est prêt pour aller les travailler, pour aller les embrasser. Alors clairement, c'est clairement pas le. Alors le bon parcours, si c'est le bon parcours, c'est pas un bon moment à vivre hein, d'aller traverser ces peurs. Mais derrière, mais qu'est-ce que ça fait de bien pareil, je suis passée par 15 000 questions de légitimité, de est-ce que je vais en être capable, est-ce que… Alors justement, c'est intéressant, c'est quel a été les bénéfices pour toi au final? Quelle a été ta sensation? On a les deux là qui nous font le jeu des jumeaux. Moi, sincèrement, la meilleure chose qui m'est arrivée avec ce burn-out, c'est à l'apprendre à aimer qui j'étais réellement. Tu vois, à faire tomber les masques. Pas toujours évident encore de les faire tomber dans le quotidien. Mais du coup, de me dire, attends, ma cocotte, là, tu es encore en train de faire plaisir à quelqu'un, tu n'es pas en train de te faire plaisir à toi. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est… alors, je ne suis pas toujours dans ce cas-là, mais en me disant, eh oh, là, tu es en train de te faire plaisir. D'abord, c'est toi. On est pile sur la Saint-Valentin, c'est vraiment de l'amour de soi, de cette reconnexion à soi. Et derrière d'enlever la culpabilité et l'égoïsme qu'on est capable de mettre. Parce que clairement, quand on parle d'amour de soi, quand on dit on va faire les choses pour soi, il y a encore cette connotation que je trouve très forte d'amour, d'égoïsme en fait, de dire ça y est, t'es égocentrique de vouloir t'occuper de toi, alors que non, en fait, c'est juste fondamental. Je sais pas ce que toi t'en penses du coup. Ben moi, ça m'a permis, en fait, à un moment où j'étais bien au fond, tu sais? Ouais. Et même quand tu sens que tu es au fond, je t'avouerai qu'à certains moments, eh ben, je me rends compte que même tout au fond, tu peux encore creuser. Et à un moment, j'ai eu un soir où je me suis dit, mais putain, mais stop! Je sais, depuis toujours, en fait, je me souviens à l'école, on m'appelait Mère Teresa. Tu vois, j'avais tout le monde, de toute façon, qui venait me raconter ses problèmes. J'étais la meilleure amie, j'étais mais un peu de tout le monde, même des gens que je connaissais pas. Ils venaient spontanément me raconter leur vie. Et je me suis dit, mais putain, mais arrête de te faire la guerre. C'est ce truc intérieur de tout le temps. Et puis en plus, je me sentais coupable. C'est ça. Moi-même mes inactions. Au final, c'était ça. Le fait de ne pas prendre le taureau par les cornes et aller là où mon intérieur m'envoyait et de stopper ça. Et quand je me suis retrouvée en guerre comme ça, j'ai dit putain, mais lâche tes armes. C'est bon, maintenant tu lâches, t'arrêtes de te faire une guerre intérieure. Et ce qui fait que j'ai un peu tout qui partait en couille à ce moment-là, hein, faut le savoir. C'est que le couple, les enfants, la famille, les amis, je me suis mis un peu dans ma grotte, un peu en mode bestiole sauvage au final. Et je me suis dit, mais en fait, Cindy, tout vient de toi. Alors, qu'est-ce que tu peux faire là tout de suite, dans l'instant présent, sans aller chercher sur l'extérieur, parce que la solution, elle venait pas de l'extérieur. Ça venait de moi, de mes choix, de mes actions, de mes inactions, de mes pensées et tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, t'es bonne conseillère, t'es de bonne écoute. Alors, j'ai fait un exercice, c'est que j'ai pris mon téléphone, j'ai mis sur vidéo, mais je filmais pas, hein, mais c'était de me voir. Et je me suis parlé à moi-même en disant, mais en fait, maintenant, tu vas être ta meilleure pote. Et qu'est-ce qui te fait chier? Tu me dis là, dans l'instant présent, qu'est-ce qui te fait chier? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te fait mal? Et en fait, j'ai commencé à me parler à moi-même, mais comme si la personne me racontait sa problématique. Et qu'est-ce que Cindy, l'amie, celle qui aime, celle qui a envie alors j'ai pas envie de dire d'aider ni de sauver parce que c'est pas une question de casquette de sauveuse, mais d'avoir une écoute attentive et comment j'aurais pu rebondir. Eh ben, je l'ai fait avec moi-même. Et je vais dire que ça, je l'ai fait vraiment au fond. Et pendant 3 jours, mais de manière intense, le soir, je me questionnais et passé par écrit, je me retrouvais devant ma page blanche en me disant, mais putain, mais il y a tellement de trucs que j'y vois rien. Et ben, le fait de passer par là, j'ai commencé à comprendre que créer une alliance avec moi-même, c'était mieux, j'avançais mieux, ça m'apportait que du bon et j'ai senti mon dos en fait s'ouvrir. Tu sais, j'avais tendance à être un peu, sans m'en rendre compte, hein, mais un peu recroquevillée, un peu dans ma coquille. Et passé ces 3 jours-là, j'ai eu un changement de posture et l'impression que le brouillard commençait vraiment
à se dissiper, à se lever et je commençais à y voir plus clair. Donc moi, qu'est-ce que ça m'a permis en fait? Le fait de faire tout ce travail-là et d'en sortir et de retrouver l'estime de moi, de me questionner. Tu sais, quand quelqu'un vient me dire, tiens, samedi à 17h, tu peux venir, et toi, l'ami que tu es, avec tes valeurs que tu as, en disant, ben oui, et qu'au fond de toi, ça te fait réellement chier parce que t'as pas envie, tu avais envie de faire ton ménage, tu avais envie de te reposer, tu avais envie d'aller marcher, tu avais envie d'aller courir, peu importe. Et ben de dire oui quand même à l'autre, et ben j'ai vraiment compris qu'en fait en disant oui et qu'à l'intérieur c'était non, ben je me piétinais moi-même. Et donc j'ai appris en fait à me respecter. Et avant, j'arrondissais les angles. Ouais, mais tu sais, ce week-end c'est un peu compliqué, la semaine gna gna. Ben là de dire en fait ce week-end j'ai prévu, j'ai besoin, je ressens l'envie d'aller faire ça, je serai donc pas dispo. Et puis si j'ai envie de passer du temps avec cette personne-là, de pouvoir lui proposer autre chose. Mais c'est ça, je pense qu'on apprend à se respecter soi-même Ouais. et à trouver nos propres limites. Parce que souvent, le burn-out, c'est aussi qu'on a dit oui beaucoup trop souvent, alors qu'on avait envie de dire non. Et du coup, on ne s'est pas respecté, on n'a pas respecté ses propres limites, ni ses propres barrières, en fait. Et pour moi, ça rejoint l'histoire de la boussole intérieure à laquelle on est déconnecté. Parce que du coup, comme on ne sait pas dans quelle direction on va, et puis il y a ce côté, la peur de déplaire. Si je dis non à l'autre, l'autre ne va plus m'aimer. C'est ça. Et du coup, bah, si l'autre m'aime plus, au secours, je suis une méchante. Alors que non, fondamentalement, j'ai le droit de dire non et je ne suis pas une méchante. Hein. On n'entend plus ton chat qui gratouille à côté. Hein. C'est vrai? Tant mieux. Bah, Ouais, c'est parce qu'il est en train de jouer avec un petit truc en mousse. Tu vois, il a entendu Blandine, il s'est dit, je vais pas lui faire ce cadeau ce soir. Merci Blandine. Mais du coup, je trouve ça très chouette de passer par l'écriture. En tout cas, on en a déjà parlé aussi sur cette émission du retour à soi, du retour dans le corps. Et c'est pas toujours évident le retour dans le corps, mais le retour à l'écriture, c'est aussi une manière de retourner dans son corps et de pouvoir écrire ce qu'on pense, de faire ce discours intérieur-extérieur. Ça permet de pouvoir se rendre compte de pas mal de choses aussi. Moi, je sais que c'est pareil, quand j'ai besoin, de plus en plus, j'arrive à écrire. Ouais. Ouais, il y a eu juste un moment où ça a été difficile. Parce que devant ma feuille, je ne savais pas quoi écrire. Aujourd'hui, c'est pleinement revenu. Et j'ai des cahiers. J'ai des cahiers par thématique pour dire de vider des fois un peu le trop plein, toutes les pensées, se dire ah faut pas oublier de gna gna. J'ai un petit cahier que je transballe un petit peu partout pour le perso, le pro, différentes trucs. Tu as des actions chez les cahiers aussi. Ah ouais non mais c'est Je crois qu'on est quelques-unes à avoir des actions chez les cahiers. Moi, au bout d'un moment, je suis là. Merde, à quoi il sert celui-là déjà? Ah oui, c'est vrai, c'est ouais. ça. Il faut faire des commandes groupées. Ouais, mais il faut pas avoir les mêmes cahiers des mêmes couleurs, hein, parce qu'après, t'es morte, tu étais là. Alors, attends, celui-là, c'était pourquoi déjà? Et pas la même taille, c'est important aussi. Si tu veux le mettre dans ton sac, si c'est un A4, ben voilà, il faut transballer ta petite valise aussi. Un sac à dos. Alors, attends, je prends tel et tel cahier. Je vais prendre tel livre aussi, on ne sait jamais, en cours de chemin. Exactement. Sur les personnes que toi, t'accompagnes, c'est quoi les défis que tu as le plus fréquemment rencontrés? Alors, je vais parler plutôt des femmes. Hein. Moi, je suis désolée, mais Ouais. les hommes, Guillaume, je t'aime beaucoup, mais voilà. Au niveau des femmes ou des mamans un petit peu qui sont déboussolées dans ce processus de reconnexion à soi, c'est quoi pour toi? Enfin, quels sont les défis que tu as le plus fréquemment rencontrés? Et bien souvent, c'est des femmes qui se sont oubliées. Elles ont bien souvent eu des responsabilités rapides, c'est-à-dire des parents qui n'étaient pas forcément présents ou qui étaient en santé difficile, qui portaient des maladies
où les enfants ont dû avoir d'entrée de jeu beaucoup de responsabilités, même s'ils étaient enfants uniques. Hein, des fois, c'est pas forcément parce qu'il y a une fratrie ou parce qu'ils sont l'aîné, mais de devoir prendre des responsabilités, des personnes qui sont très vite, en fait, qui se sont pas découverts, pour faire simple. Ils n'ont pas eu le temps, ils se sont occupés de tout le monde. Et j'accompagne actuellement des personnes qui ont 50 ans, qui vivent chez leurs parents, qui ne sont jamais partis parce qu'ils ont aidé tout le monde et en fait, ils ont travaillé, aidé. Et là, d'un coup, il y a des personnes qui sont décédées dans l'entourage et ils me disent, mais j'ai pas vécu, j'ai rien fait. Et ce ne sont pas forcément des mamans, mais beaucoup, en fait, c'est ça. Les petites sauveuses avec leur cape de super-héros qui viennent aider la terre entière, que ce soit à travers des associations, pour leurs amis, pour l'école, pour tout, qui courent partout pour tout le monde et qui ne se connaissent même pas eux-mêmes. Leurs envies, ce qu'elles aiment faire, ce qu'elles aiment pas. Tu leur demandes leur style de musique, elles vont dire ce qui passe à la radio, là. Ils n'ont pas d'avis tranché, ils savent tout ce qui se passe dans la société, mais elles ne savent pas dire ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas, mis à part en alimentaire. Ça marche. Le chocolat, ça fonctionne pour tout le monde, ça fonctionne. Oui, c'est ça. Je suis plus sucrée, je suis plus salée, ça, elles le savent toutes. Mais par contre, savoir si d'aller marcher, quels sont les bienfaits que ça leur procure ou pas. Elles vont savoir dire à quels endroits du corps elles ont mal, les symptômes qu'elles ont, ce qui sont difficiles pour elles aujourd'hui, mais tout ce qui est positif ou ressourçant pour elles, elles connaissent pas. À la piscine, ça fait des années qu'elles n'y ont pas été. Elles vont pas. Nous, j'habite dans une région, on est à 1h30 de la mer en voiture. Ça fait des années qu'elles n'ont pas été même toutes seules ou avec une copine, avec un ami, avec des enfants. Elles n'y vont pas. Elles savent plus ce que c'est cette odeur iodée à 1h30 de voiture. Alors, ce qui est marrant, ça, en fait, qu'on rencontre souvent en ce moment. C'est ça. Ce qui est marrant, c'est ce qu'on disait avec Nathalie la semaine dernière, c'est que la semaine dernière, on était dans le sud, on était au bord de la Méditerranée, et qu'aujourd'hui, on est proche de la mer, mais dans le nord. Mais c'est vrai que les bienfaits de la nature, quels qu'ils soient, hein, que ce soit la forêt, que ce soit la mer, que ce soit... Moi, je suis dans les montagnes, donc on n'a pas trop de mer. Hein, je suis à 3 heures de Marseille, hein, en voiture, au plus court, ça fait 3 heures, donc ça fait un peu loin quand même maintenant. C'est vrai que c'est pas toujours... c'est pas toujours... Ça, c'est pour toi que je l'ai Mais c'est vrai que ça fait réellement un bien fou et ce besoin de retour à la nature, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus important en fait. Que les gens, de manière globale, ont ce besoin, alors je pense que la crise Covid étant passée par là aussi, mais ont ce besoin de se reconnecter à la nature de plus en plus. Et puis on en entend parler de plus en plus. Et puis on entend parler des bienfaits de plus en plus, parce que ça aussi... si c'est pas prouvé scientifiquement... ça commence à bouger. Je ne saurais pas donner des références là comme ça de tête, mais pendant les vacances dernières, je me suis amusée à aller farfouiller un petit peu. Tu as de plus en plus de scientifiques qui sont en train de calculer par rapport aux racines, les connexions et tout ça. Tu as des arbres, tu as des arbres, tu as des livres, des arbres, oui, tu as des arbres. Mais tu as des livres maintenant sur ce sujet et la science commence à s'y intéresser de près parce que c'est inexpliqué. Ils sont en train de développer des machines aujourd'hui qu'on n'avait pas encore il y a 50 ans. Et c'est en train de bouger justement sur ça, sur les bienfaits et même tout ce qui touche les psychologues, etc. Ils commencent à en parler. Tu vois là, tu as des maisons de psy, des maisons de repos qui commencent à aller faire des promenades en forêt. On va poser des mains sur les arbres, on va sentir l'odeur de la forêt, regarder le vent dans les arbres, écouter les oiseaux. Ça commence à germer. Ouais, il y avait, dans ce que je lisais, il y avait aussi ce côté... En fait,
le fait de faire ça, ça va aussi libérer certaines hormones, certaines endorphines, certaines hormones où tu peux justement te permettre de souffler, de t'apaiser. Et là, du coup, on rentre sur des choses qui sont purement scientifiques. C'était pas le but, mais on y vient, c'est cool. Et du coup, c'est vrai que quand tu as cette libération d'hormones, et bien, mine de rien, ça va pouvoir déjà mieux, t'apaiser, mais derrière, tu vas aussi pouvoir mieux dormir, parce que du coup, tu vas être sur de la récupération. Et du coup, si tu dors mieux et que tu es aussi un peu plus apaisé que le vélo où il pédale un peu moins vite, bah derrière, tu es quand même vachement mieux dans tes baskets, quoi. Ben oui, et puis en plus de ça, mine de rien, c'est gratuit. Faut pas l'oublier. C'est que c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'y passer 5 heures par jour ou par semaine et d'être assidu dedans. Tu ressens l'appel, tu y vas sans être grand marcheur. J'ai envie de te dire, tu t'assois sur un banc et juste tu passes un temps où tu observes, t'écoutes, tu ressens, ça t'apporte c'est présent en fait, c'est naturel. Ouais, mais c'est ce passage de l'action et d'accepter de se poser qui est pas si évident quand on est dans de l'hyperstimulation au quotidien et que du coup on a même du mal à se poser, ou on va préférer se poser devant un écran à bugger sur les réseaux sociaux ou sur une série sur Netflix alors qu'on serait vachement mieux en étant dehors, quoi. C'est ça, mais on a oublié ça. Est-ce qu'on Bah, t'apprend, est-ce qu'on t'a appris petit, en étant enfant, à dire tiens, on se plante en plein milieu de la forêt et tu regardes, t'écoutes ce qui se passe. Ça, tu vois, en parlant de maman tout à l'heure, c'est des choses que je vais faire avec mes enfants. On va se promener, on se pose dans un endroit, on va prendre un petit goûter, un petit truc dans le sac à dos, et puis on se pose, et puis on observe, on écoute, on partage, on écoute le bruit des animaux, le mouvement des feuilles, le vent. Et en fait, elles prennent l'habitude de se poser. Et d'elles-mêmes, tu sais, quand il y a un moment où intérieurement, elles sont un peu elles me disent, mais maman, c'est quand qu'on va dans la nature se poser un peu, prendre un pique-nique parce que elles ressentent naturellement les bienfaits. Et bah, notre génération, on n'a pas énormément fait. Hein. alors moi j'ai fait pas mal de rando montagne et j'ai fait pas mal de montagne et sports d'hiver en étant plus jeune. Donc j'étais Ouais. connectée, mais tu vois, sans prise de conscience que j'étais dans cette connexion à la nature. Mhm. Et là, je sais que moi, mes garçons, c'est vrai que très tôt, je les ai emmenés en montagne. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup, beaucoup de balades en montagne. Alors là, un peu moins ces derniers temps, mais tu vois, c'est le week-end dernier ou il y a 2 semaines, on a pris le temps. J'ai dit non, mais là, j'ai découvert un endroit en allant voir une collègue thérapeute. Et du coup, j'ai dit non, mais en fait, il faut que je vous emmène là-bas. Et en fait, ça a fait un bien fou. En plus, on s'était dit, ah, ça va monter et tout. Et en fait, non, c'était hyper plat, donc hyper simple et tout. Et en fait, ça a fait un bien, mais fou à tout le monde, ne serait-ce que de pouvoir sortir, de ne pas être devant un écran. Du coup, tu es en véritable interaction avec ta famille, tes proches et tout. Tu n'es pas, Mhm. attends. Et encore aujourd'hui, on va, attends, je prends une photo, alors que non. Ouais. Donc du coup, non, non, vraiment, ça fait du bien de ce côté-là. Et toi qui parles beaucoup également de lithothérapie, Mhm. du coup, est-ce que toi, il y a des pierres que tu conseilles aussi pour ces moments où c'est un peu speed, qui puissent poser la personne? Alors, attention, je vais mettre le attention avant que tu les mettes parce que je te vois venir et je te connais un petit peu. Ça reste du très général et que Cindy, Ouais. on a la chance et que Cindy, elle fait du vrai conseil personnalisé et qu'une pierre, même qui peut être très générale, elle peut être ne pas forcément contradictoire. Enfin, elle peut être ne pas convenir à tout le monde aussi. C'est Si je ça. me... C'est tous les Oui, conseils parce que généraux, suivant, voilà. c'est ça, et puis suivant une pierre, la pierre, en fait, elle fait tellement de choses, elle a tellement de vibrations. Ce qui est important, c'est savoir pourquoi on l'a choisie. Maintenant, pour répondre à ta question, j'ai un petit trio que j'appelle le triangle d'or, qui me semble, en fait, tout le monde peut l'avoir. Elle peut pas faire de mal. Elle peut pas être mal utilisée. Enfin, les trois, hein, c'est le triangle, donc le triangle ne peut pas être mal utilisé. Même si on oublie de le recharger, de le purifier, ça j'en parlais vite fait après, du coup. Euh,
et ben, au pire, elle fait rien. D'accord? Parce qu'il y a des pierres, quand on oublie de les purifier, de les recharger, et ben, elles commencent à nous envoyer des trucs un peu toxiques, mine de rien. Elle rejette un peu ce qu'elle a accumulé. Et bien souvent, alors quand on est à fond dans la lithothérapie, on est calé avec des lunes, avec machin, et puis on a nos petits rituels, on chouchoute nos pierres, on les connaît, on les écoute, on s'écoute soi-même qui on veut porter ou pas. Par contre, pour monsieur, madame, tout le monde qui n'y connaît absolument rien et il y a certaines pierres, franchement, que je déconseille. Certaines pierres de protection, où là, je vais voir l'œil du tigre. L'œil du tigre, tout le monde en parle. On l'a partout dans tous les étalages au marché, tout le monde la porte, mais on ne sait pas pourquoi. Mais cette pierre, mine de rien, elle ne peut pas, elle ne convient pas à tout le monde. D'accord? Donc, les 3 pierres que je vais parler là sont des pierres, moi j'appelle chouchou, qui sont tout doux. C'est des pierres qui viennent nous envelopper, tu vois, comme ton petit plaid là que tu as pris tout à l'heure. Et ben c'est ça en fait, ce triangle-là. C'est un petit plaid qui va te coucouner comme ça, avec lequel tu vas prendre une tisane et pouvoir te poser dedans et souffler. Je parle de l'améthyste, qui est une pierre violette, qui de base, c'est une pierre qui va permettre de recharger les autres pierres. Imagine s'il est capable de recharger les autres pierres, quel bénéfice elle peut donner à ton corps, à tes cellules, la vibration en fait positive qu'elle peut t'envoyer. Et c'est une pierre en plus de ça qu'on purifie. Si tu la poses dans ta maison, à côté de ta table de chevet, tu la purifies 2-3 fois par an. En fait, c'est largement suffisant. Et si tu l'as embrassée, tu la purifies tous les 2 mois, au final, c'est bon. Elle est très puissante comme pierre et très douce. Le quartz rose ou Saint-Valentin, pour moi, c'est la pierre de l'amour par excellence. Quand tu ne sais pas te donner de l'amour à toi-même, ou limite tu en cherches de l'extérieur, ou ta peine là dans ton petit cœur parce que tu n'as pas reçu de l'amour de tes parents ou de ton amoureux ou de tes enfants et qu'il y a un couac par rapport à ça, eh ben elle va aider à combler ce trou pour qu'après, par toi-même, tu trouves les outils pour aller combler ce trou déjà par toi-même, par l'amour de toi. Et le cristal de roche qui va amplifier tout ça. Le cristal de roche est une pierre transparente et l'avantage de celle-là, c'est qu'elle va traiter toutes les informations du corps. Elle va partout. C'est la pierre, si on devrait dire, tu prends une seule pierre qui fait tout, eh ben, tu prends la cristal de roche, tu es sûr de ne pas faire de bêtises. Elle est protectrice, elle purifie les autres, elle envoie des bonnes ondes dans l'atmosphère. Enfin, c'est vraiment, pour moi, je pense que quelqu'un qui se sent sous pression, qui a du mal à avancer, qui a un peu un brouillard, là, toi tu dis le vélo dans la tête qui se met en route, un peu sous pression, beaucoup de choses à faire, et 3 petites pierres simplement à poser sur la table de chevet pour en bénéficier la nuit. Comme un rechargement, comme si tu allais te brancher sur secteur, là, pour pendant la nuit, tu te remplis de bonnes énergies, et puis après, ça t'aide. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la pierre, elle est pas, c'est pas une baguette magique, c'est pas parce que tu vas l'avoir sur ta table de chevet que paf, allez, ça y est, c'est parti, j'ai mes pierres, c'est bon. Bah non. Faut bien entendu se bouger les fesses et entreprendre des choses. Une pierre, et peu importe laquelle, c'est un coup de pouce, c'est une aide. Elle vient par rapport à ton symptôme, elle vient alléger des pourcentages, elle vient t'aider, suivant ton intention, d'aller dans cette direction. Voilà. Il y avait Blandine qui avait trouvé, mais j'ai attendu que tu nous fasses le trio parce que dès que tu as parlé du trio, il y a Blandine, elle a sauté sur le. Bah oui, mais Blandine, c'est l'une de mes VIP. Non, et ce qui fait qu'elle suit justement parce que régulièrement, je fais sur ma page Facebook où je développe les vertus d'une pierre et je rappelle aussi un petit peu comment on purifie, les choses à pas faire, même les fausses pierres qu'on peut voir dans le commerce, comment les différencier, les comprendre pour en prendre soin. Et puis quand on veut acheter quelque chose, d'être sûr d'avoir une vraie pierre et pas que ce soit du verre trempé ou une pierre chauffée ou un truc comme ça, parce que dans le commerce, tu vois un peu de tout aujourd'hui et à tous les prix d'ailleurs. C'est ça. Mais du coup, enfin voilà, ça peut être une aide spécifique pour nous aider à traverser une épreuve, de traverser une tempête émotionnelle, et voilà, Ouais. c'est un coup de pouce. Et après, non, le besoin de passer à l'action. C'est ça. Moi, j'aime bien dire, en fait, quand tu es au fond ou que tu es surchargé en ce moment, tu es un peu débordé,
tu vois plus trop clair. C'est les petits pourcentages de petits trucs que tu peux mettre en action dans ta vie pour t'alléger. En fait, t'es en, t'es en 100% dans le bras, d'accord? C'est le côté nordique qui va ressortir. Les petites choses que tu peux mettre pour t'alléger au quotidien, eh ben, fait qu'au final, tu reprends un petit peu plus d'air. Et ce qui fait que tes actions, c'est plus simple aussi derrière pour entreprendre, pour y voir un peu plus clair. Et certaines actions que tu dois mener qui, des fois, sont pas forcément évidentes à mettre en place. C'est ça. Moi, ce que je parle souvent, c'est du step by step, c'est étape après étape. C'est Ouais. aussi l'histoire de l'échelle, que des fois, il vaut mieux faire des petits pas et être sûr d'arriver au Mhm. bout que de vouloir faire des grands pas et en fait, deuxième espalier, tu fais pouf, il n'y a plus personne. Et que des C'est fois, ça. ça vaut le coup. Et c'est pas toujours évident, hein, parce qu'on, comme je vais le répéter, mais on est quand même hyper stimulé. Il faut toujours aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Mais du coup, si on veut Mhm. aller plus vite, ben, on a peut-être des fois besoin de ralentir pour pouvoir laisser un premier palier, arriver à la première marche, et puis reprendre un petit peu son souffle, et puis passer à la deuxième marche. Et puis, en fait, en faisant petite action par, alors, j'aime pas le terme petite, mais petite action par petite action, on finira par atteindre l'objectif. Si on veut faire des trop grandes actions, on peut se décourager. Moi, j'ai cette notion de découragement de si je vais aller tout de suite tout là-haut, mais que du coup, je fais touc, 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 et ben, peut-être que je vais me casser la figure et je vais retomber plus bas que de là où je suis Et partie. puis souvent, c'est décourageant. Si tu regardes, en fait, avoir des objectifs, de toute façon, c'est bien. Mais quand tu veux aller justement tout là-haut, eh ben, quand toi, tu es tout en bas, tu te vois déjà tout petit et tu as l'impression que c'est une montagne, là, donc on te dit, ben tiens, ma cocotte, tu vas aller monter l'Everest. Et ben là, en fait, tu as 1 million de personnes qui restent en bas en disant, mais j'y arriverai jamais. C'est ça. Physiquement, je suis pas équipée. En haut, il n'y a pas d'oxygène. Je dors comment? Je me nourris de quoi? Et là, tu rejoins le truc de Nathalie de la semaine dernière. Votre live à toutes les deux, où tu te prends en plein fouet toutes les peurs. Mais par moment, quand tu décortiques, et je rejoins ce que tu dis, hein, au lieu de faire des grandes marches et de vouloir aller au sommet trop vite et de te casser la gueule entre-temps, eh ben, c'est plus simple de t'as ton point de chute, là, tu vas aller dans cette direction, tu vas aller là-bas. Ok, ben maintenant arrête de trop regarder là-bas et mets des petites choses en place, tac, 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 pour pouvoir avancer au fur et à mesure parce que chaque petite étape, tu as les ressources nécessaires pour y aller. Sauf que d'un coup, aller en haut, maintenant tu vas te casser la gueule parce que tu n'as pas les ressources nécessaires pour aller là. Mais le fait de grimper, eh ben, à chaque fois que tu grimpes, tu gagnes en confiance en toi, tu gagnes en ressources si tu as réussi ton action, tu rentres dans un cercle vertueux de toute façon. Et c'est ce que j'essaye, je dis pas que c'est tout le temps évident, hein. J'essaye de faire en pleine conscience avec mon compte. C'est au lieu de regarder là-bas tout là-haut, je sais où je veux aller, la direction, je la connais, il n'y a pas de problème. Je suis au clair avec ça. Par contre, je me mets pas ça en tête, je me mets là aujourd'hui, quelles sont tes ressources, tes capacités, quelle est ta première étape, ton prochain palier, que ce soit niveau formation, à tout niveau, et de gravir petit à petit. Mm. Ça me fait penser, en fait, c'est exactement la même chose en montagne, en rando montagne. Et souvent, j'adore prendre des photos de paysages parce que tu as un premier panneau qui t'indique la direction et le temps de la rando. Et souvent, moi, je vois, j'ai mon petit qui est très, très vite découragé en disant, et machin, on dit, ok, il y en a pour 2, il y en a pour 3 heures de rando. Et en fait, tu as plein de petits panneaux intermédiaires et du coup, ces petits panneaux-là intermédiaires qui peuvent être assimilés à ces étapes-là, ça te dit, ah, mais en fait, j'ai déjà fait tout ce parcours-là, en fait. Il me reste tout ça, mais en fait, j'ai déjà fait tout ça. Donc, j'ai déjà franchi ce premier palier, j'ai déjà été faire cette première étape. Donc, en fait, là, c'est bon, j'y suis arrivée, je peux continuer d'aller un petit peu plus loin. Et c'est J'ai vraiment, tu vois, réussi. ces petits panneaux de direction au cours de la rando qui Mm. t'indiquent le temps qui te reste et tout. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, en fait. Et quand tu arrives à C'est la ça. fin, et bien, en fait, tu es juste hyper fier d'avoir fait le truc, quoi. Oui, et je trouve ce qui moi, j'ai envie de rebondir sur ça, c'est quand tu dis, tu es arrivé à un niveau et tu regardes derrière et tu dis, ouais, j'ai déjà fait tout ça. Et ça, tu vois, c'est bien de pas avancer, je pense, de pas avancer tête dans le guidon et d'avancer, d'avancer, d'avancer et de continuer, mais de te rendre compte aussi de chaque chose que tu as réussi à faire, que tu as
que tu as entrepris et puis les moments aussi qui ont été plus difficiles. Des fois, tu as vu ta marche un peu, tu pensais qu'elle était petite, mais au final, elle était un peu plus haute et d'en tirer les enseignements et de voir justement ben, si tu peux mettre une étape intermédiaire, comment rebondir, etc. Au final, c'est pas des échecs, c'est de l'apprentissage. À chaque fois que tu as mis ta marche au final un peu trop haute et que tu t'es un peu éraflé les genoux, eh ben, c'est de comprendre ben, qu'est-ce qui s'est passé dans ton système, qu'est-ce qui s'est passé pour en tirer les leçons et puis que ça te serve après plutôt que ça te desserve. C'est ça. Et puis, même si la marche était peut-être trop haute, il y a de l'apprentissage et il y a de la lumière. Alors, peut-être que c'est OK de tout à fait de très mal le vivre à l'instant T en se disant ah machin, j'y suis pas arrivée, je vais. Mais derrière, il y a ce côté de rebondir. C'est peut-être que j'y suis pas arrivée de ce côté-là, mais il y a un autre chemin. Il y a peut-être un autre chemin qui va me permettre de faire d'autres étapes pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Et en fait, rien n'est figé. Et c'est pareil dans la vie de maman où on se fixe des objectifs de je veux vivre comme ci, je veux vivre comme ça. Mais avant d'arriver à ce mode de vie, on parle de beaucoup de choses dans l'éducation de nos enfants. On parle de la CNV, de l'écoute, de la gestion des émotions. On en rajoute, mais des fois, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et je trouve qu'il y a quand même une sacrée pression autour de l'éducation des enfants aujourd'hui qui avait peut-être pas, on n'en parlait peut-être pas autant avant. Mais du coup, se dire, bah, aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire ça, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que demain, j'arriverai à mieux gérer ça. Et il y a ce côté gestion des émotions. Et j'avais bien envie d'avoir ton avis là-dessus sur la gestion des émotions en tant que maman. Et quand tu dois gérer en plus tes émotions et que tu dois gérer celles de tes enfants en plus derrière. La grande question des gestions des émotions. Elle n'était pas prévue au programme, celle-ci, mais elle vient sur le. Non, mais ça me va. De toute façon, j'avais rien préparé. Mais ça, tu le sais. La gestion des émotions, j'ai envie de te dire, on fait ce qu'on peut. On est d'accord. À un moment, il faut simplement être honnête. C'est qu'on est des êtres humains et la base même de notre système, c'est que nous sommes des êtres émotionnels. On passe par des émotions différentes du jour au matin avec certaines émotions qui ont tendance à s'enflammer. Ben moi, j'ai envie de te dire que chaque jour est différent. J'essaye en tant que maman, mais tu sais que je me suis pris une claque en fait sur ça. Je vais rebondir sur ça parce que j'ai fait un enfant. Ça allait. C'est gérable. Mon conjoint, le papa de mes petites poulettes, est dans l'hôtellerie, ce qui veut dire qu'il a des horaires complètement atypiques. Et souvent, le week-end, il travaille. Et là, comme ce soir, on fait la Saint-Valentin ensemble. Mais je travaille aussi. Et en fait, c'est OK, moi qui ai besoin un peu d'indépendance et qu'on ne soit pas tout le temps ensemble, ça me convient parfaitement. Un enfant, pour moi, j'avais qu'un enfant à gérer. Du coup, c'était OK. Et je me suis pas posé plus de questions que ça. J'y étais. Et puis j'ai découvert jour après jour ce que c'était un enfant, ce que c'était les nuits, ce que c'était les pleurs, ce que c'était les coliques, et tout ce que comportait le fait de passer de 2 à 3. Mais que j'ai bien vécu, au final. Après, j'ai eu un deuxième enfant. Et là, je me suis dit, putain, c'est une famille. Et là, je me suis mis un challenge de ouf en mode, attends, et c'est quoi le formulaire là, de la femme parfaite, de la mère parfaite, comment je dois me comporter, 2 enfants, ce qui veut dire que je dois être égaux avec les deux, mais comment être égaux avec des enfants qui ont 4 ans d'écart? Je peux pas leur donner la même chose, ils n'ont pas les mêmes besoins, mais en même temps, je veux pas que ce soit injuste. Et je me suis retrouvée à lire un nombre de trucs incalculables de psychologie d'enfant, d'être une bonne mère, c'est quoi. Donc, je me suis catégorisée moi-même par moment quand j'estimais à l'époque faire des erreurs dans l'éducation ou ce que je donnais ou ce que je donnais pas à mon enfant. Je me suis mis une pression de malade par rapport à ça. Et en fait, réellement, le développement personnel, retrouver ma boussole intérieure, m'écouter, comprendre, ne serait-ce que ça, comprendre que je suis un être émotionnel. D'accord? Ça veut pas dire que tu peux faire tout et n'importe quoi, mais de comprendre en fait que simplement une émotion, elle est normale. Et du coup, j'ai complètement changé ma manière d'agir avec mes enfants et je ne cache pas mes émotions à mes enfants.
que je sois en colère, que je sois triste, que je sois en deuil. Je leur parle, je leur explique. Parce que je veux plus porter de masque aujourd'hui. J'en ai porté trop dans ma vie. Et les gens qui m'aiment, ils m'aiment pour ce que je suis. Si aujourd'hui, ils ne veulent pas m'aimer pour ce que je suis, eh ben, non. Et en fait, résultat, le fait d'agir comme ça, au début, j'ai eu peur quand même pas, déjà. J'ai cru que j'allais mourir en me disant, mais tout le monde va m'abandonner. Et en fait, non, ça a renforcé les liens parce que les liens sont devenus plus sains. Et moi, en retirant mes masques, les gens en face retiraient leurs masques. Ce qui veut dire que mon couple n'a fait que se reconstruire. Mes enfants aussi sont à l'aise maintenant pour parler de leurs émotions. Quand elles ont peur, quand elles sont en colère. Moi, j'ai mes enfants qui vont venir me voir en disant « Maman, je suis en colère. » Ok. D'accord. Elles rentrent de l'école, elles jettent leur sac « Maman, je suis en colère. » Ok. Bah, t'es gentille, mais tu me la donnes pas. Moi, j'en veux pas. Ok. Mes enfants me voient pleurer. Je cache pas mon émotion, c'est terminé. Alors, je pleure pas, et puis après, pas de communication. Non. Je leur explique aussi moi mes limites, pourquoi j'en suis là. Et en fait, c'est OK, et c'est simplement que j'ai, dans l'instant présent, un trop plein, et que j'ai besoin de vider pour. Ah, et après, on y retourne. Ça y Et est. ça, le pleurer devant ses enfants, c'est encore hyper compliqué, c'est encore hyper tabou parce qu'il y a cette image de la maman qui doit être forte, qui doit tenir la barque et la baraque. Et du coup, si tu pleures devant tes enfants, c'est limite, tu peux être considérée, j'allais dire, comme une femme faible. Et moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois aussi de pleurer, enfin d'exploser et de pleurer devant mes enfants, derrière aussi en leur expliquant. C'est pas toujours évident de ça, mais c'est vrai qu'on est cette génération-là. Moi, j'ai l'impression d'être une génération, tu sais, d'entre-deux, où avant, on n'exprimait pas du tout nos émotions, les sentiments, et c'était quelque chose de caché. Et on est cette génération où on ouvre les émotions, on les accepte, on les traverse. Parce que, en fait, j'aime pas le mot la gestion des émotions, c'est accepter de traverser les émotions. Et tu l'expliques très bien, en fait, de dire, mais en fait, une émotion, elle est là. Et ben, je vais lui dire bonjour, je vais l'embrasser, que ce soit de la colère, de la tristesse, enfin voilà, toutes les émotions un petit peu négatives. J'ai eu ça aussi à gérer, Blandine, et moi, ça m'a amené à me séparer du père de mes garçons. Voilà. Voilà. Moi aussi, je sens. Ah non, je peux pas, mais voilà. Pose ça là. Mais Non, mais justement, c'est ça. Et puis, avant, on disait aussi aux hommes, notamment, enfin beaucoup, sois un homme. Ne pleure pas, sois un homme. Tu es dur, tu es fort. Mais c'est pareil pour la mère. Une mère ne pleure pas. non, Bah non. elle n'a pas le droit de se plaindre, elle est là que pour éduquer les enfants. Bah ouais, mais non. Non, bien sûr, tu as des droits et des devoirs, mais c'est aussi vis-à-vis de toi-même. Après, si tu es en colère, si tu es triste, si tu es vraiment peiné dans ton cœur, alors tu fais quoi? Concrètement, tu fermes ta bouche, tu mets un bon masque de non, ça va, je gère, je serre les dents, mais je gère. Mais ton corps, après, Tu remplis la cocotte, hein. ton émotion, elle est là, en fait. Elle est invisible, on ne peut pas la toucher, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'odeur. Mais elle est là, et si elle ne sort pas d'une manière ou d'une autre, ben c'est tout. Comment tu veux faire un retour au calme, à la sérénité, écouter ta boussole intérieure, ta petite voix intérieure, le petit oiseau qui chante dans la forêt, qui intérieur, tu as des millions d'émotions qui sont en mode c'est tornade. C'est techniquement impossible. Tout ce stock émotionnel, parce que souvent, j'entends beaucoup, tu sais, parler en spiritualité de tu te poses, tu respires, tu machin. Mais quand vraiment, à l'intérieur de ton être, c'est rempli de colère, de frustration, de tristesse, eh ben, en fait, tu as besoin de faire sortir ça. Une fois que le gros morceau, il dégage, là,
tu peux mettre de l'air dans la machine. Et je le vois à travers les exercices que je fais en séance, les gens qui sont sous pression, tu peux les amener à méditer, les amener à prendre de la hauteur, mais c'est tellement intense à l'intérieur que tant que tu n'évacues pas ça, tu peux pas apporter du calme. Non. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à méditer parce que c'était la grosse tempête émotionnelle à l'intérieur. Et c'est souvent, tu vois, quand tu démarres un peu ce parcours-là de rentrer dans le dev perso et dans ce retour un petit peu au calme, là, tu te dis, mais je ne peux pas rester assise à méditer. Moi, c'est pas possible, en fait. J'ai le vélo dans la tête, il va faire boum, il va s'accélérer, alors que l'objectif, c'est Tu as l'impression de perdre ton temps et que ça sert à rien. Et puis, du coup, pire que ça, c'est que tu as l'impression de ne pas réussir. Du coup, t'échoues et ça t'envoie que de la merde. C'est ça. Alors, je reviens sur le commentaire de Blandine qui dit qu'une maman, elle a le droit d'être triste, d'être en colère et de pleurer. On en discute après. Oui, on a le droit, mais on a surtout le droit de ce que disait aussi Cindy là à l'instant, c'est qu'on a le droit de l'exprimer. Et aujourd'hui, même si on le ressent, ça reste encore compliqué pour certaines d'entre nous. De dire là je suis pas bien, là je suis triste, là je suis en colère, et d'arriver à nommer les émotions, ça reste quelque chose qui est pas si évident que ça, parce que des fois on se dit je suis triste et c'est juste à l'instant T, et derrière la tristesse peut y avoir aussi de la colère ou inversement, derrière cette envie de pleurer, qu'est-ce qu'on met derrière? Des fois moi je suis pas en capacité de nommer ce que je suis en train de traverser, je sais juste que là il y a un truc qui est là, que j'ai besoin d'évacuer. Et après, avec du recul, j'arrive à remettre des émotions dessus. Mais sur l'instant, c'est non, là, j'ai juste envie de tout péter. On voit après, mais on analyse après. Et c'est bien oui, on a le droit d'avoir des émotions, mais on a le droit aussi de les exprimer. Et je trouve que ça change, hein, ça évolue. On est vraiment. Ou même, tu sais, même quand tu ne sais pas identifier ton émotion, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de dire émotionnellement, c'est le bordel. Là, tout de suite, dans l'instant, c'est le bordel. J'essaye simplement d'y voir clair parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est la conversation, le fond, une valeur. Je ne sais pas, mais là, tout de suite, des fois, tu as des mélanges émotionnels. Quand tu as un trop plein, ce qu'il faut savoir, c'est que si là, à l'instant T, tu as la colère qui se présente, un truc où tu as envie de tout péter, elle est en lien avec d'autres choses, d'autres émotions qui en profitent pour floup. Tiens, moi aussi, je cherche à être évacuée. Et tout se mélange. Et bien ça, c'est bon de le dire aussi. Pour que les personnes, quand tu laisses aller ton émotion, je trouve, c'est ce qui est important, c'est d'avoir une bonne communication pour que la personne en face de soi ne prenne pas pour soi. Et je trouve que ça, c'est super important. Moi, ça m'est arrivé avec mes enfants de dire, d'expliquer en fait réellement le pourquoi pour pas qu'ils se disent c'est de ma faute, j'ai été trop loin, j'ai rendu maman triste. Non, non, parce que le but, c'est pas parce que toi, tu t'exprimes ton émotion que tu es obligé d'envoyer de la merde à l'autre. Quel qu'il soit, que ce soit ton mari, que ce soit ton collègue, que ce soit une amie qui a un désaccord, ça peu importe. Mais quand tu exprimes ton émotion et que tu as quelqu'un en face de toi avec qui tu es en train d'échanger, d'expliquer les choses, parce qu'il n'est pas forcément, c'est pas forcément de sa faute. Ou de dire tout simplement si la personne c'est de sa faute, tu peux lui dire attends, j'ai besoin en fait d'un instant pour digérer, parce que ce que tu viens de dire, en fait, ça m'a fait mal. Je le prends mal là tout de suite. Voilà, je te le dis. Parce que là, c'est trop, et là, j'ai juste envie, c'est de vriller. Et ça, je trouve que c'est important aussi. Et il y a un gros problème de communication dans dans notre manière d'agir au quotidien. On ne se dit pas les choses. Non, on ne se dit pas. Hein. Moi, il n'y a pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai été dire certaines choses que je tournais en rond dans ma tête depuis au moins une semaine, mais derrière, punaise, j'étais ah oui, en fait, je l'ai dit, et je l'ai dit hyper calmement, je l'ai pris. Et en fait, ça m'a fait du bien, parce qu'en plus, enfin voilà, quand tu attaques frontalement quelqu'un, c'est pas non plus très cool. La personne, elle se bloque derrière. Là, j'étais là à dire, non, en fait, là, c'est ça mon problème, c'est ça que je ressens, c'est ça que je vis. Et en fait, ça m'a fait du bien derrière, tu vois. Mais c'est quelque chose, c'est un exercice qui n'est pas si évident que ça. Et non, la peur de dire à l'autre, en gros, tu me fais chier, mais de manière, en fait, ce que tu es en train de me dire, ça me fait mal.
bah, tu penses que tu vas être mal vu, que tu vas être mal ceci. Enfin, il y a quand même une hyper connotation de non, il faut que tout le monde soit souriant, même si tu vas pas bien. En tout cas, dans le monde salarié, dans le monde du travail, je trouve qu'on est vraiment encore dans ce monde-là de tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors que c'est pas le cas. Hein. Non. C'est pas le cas. Bah, on serait pas là. Non, on serait pas là. Et du coup, moi, je reviens sur le message de Blandine de tout à l'heure qui nous disait qu'elle avait 2 enfants, dont un de 34 ans. On est quand même des mamans. On est sur de la Saint-Valentin aujourd'hui. Et moi, j'aimerais avoir ton avis sur la place de la femme au sein de la famille, au sein de la société, par rapport à cette fameuse charge mentale féminine qui a été pendant très longtemps stigmatisée, mais sans qu'on en fasse rien. Alors attends, dire les choses, ça fait du bien. Faut-il encore être écouté? Je suis partiellement d'accord avec toi. Déjà, dire les choses, ça fait du bien. Moi, je vais être égoïste et maintenant, je l'assume d'être égoïste. Moi, je vais dire les choses pour moi. Elles sont écoutées, elles ne sont pas écoutées. En fait, ça appartient à l'autre. Mais moi, je vais aller me soulager. Je vais aller soulager mes émotions, ma cocotte émotionnelle. Moi, j'aime bien parler de cocotte émotionnelle. Parce que quand elle est pleine, ça fait pouf, ça fait la cocotte, là, le truc là, qui tourne dans tous les sens. Là. Les cocottes à l'ancienne. Déjà, dire les choses, ça fait du bien. Si le besoin d'être écouté et entendu, c'est qu'il y a autre chose derrière et il y a une autre blessure. Mais déjà, dire les choses, tu vas faire les choses pour toi en premier lieu. Enfin, je t'en penses quoi, toi, du coup, Cindy? Ben, je te rejoins pleinement. En fait, tu peux agir que sur toi, pas sur l'autre. Qui t'écoute ou qui t'écoute pas, c'est pas parce que toi, tu es prête à dire quelque chose que l'autre est prêt à l'entendre non plus. Et des fois, bah, c'est politique de l'autruche. Hein. Je vais mettre ma tête dans le sable, je fais comme si ça n'existait pas. Et c'est que la personne en face n'est pas forcément prête à entendre ou c'est qu'il y a des conséquences ou des actions à mettre en place, mais tout ça, ça lui appartient. Et peu importe là, peu importe avec qui c'est, ça lui appartient et on ne peut pas agir sur ça. Tu as besoin de parler, tu parles. Tu as besoin de dire, tu dis. Moi, il y a un moment où, je l'ai dit tout à l'heure, on a eu quelques années avec mon conjoint, ça fait 12 ans qu'on est ensemble et on a eu des moments quand même assez difficiles. Et en fait, on a fait un soir une chose qui nous a fait un grand bien, c'est qu'on n'a pas reproché à l'autre, genre tu m'écoutes pas. Mais on a plutôt tourné la phrase du genre j'ai besoin d'être entendu. Je me sens pas écoutée et j'ai besoin qu'on pose ça sur la table. De parler de soi, parce qu'on peut agir sur soi. C'est trop facile de dire tu fais pas ça, tu débarrasses jamais la table. J'ai besoin que tu participes à la vie de famille. Parce qu'au final, il y a un besoin derrière. Pourquoi on reproche quelque chose? Parce que ça répond à une attente, à un besoin. Mais si on n'exprime pas cette attente et ce besoin, il ne peut pas être entendu. Et souvent, quand on jette la pierre à l'autre, et ben l'autre, soit il se sent coupable, il se sent responsable. En tout cas, c'est un élément de brin qui fait que la personne, soit elle va se mettre justement en politique de l'autrui, ou elle va se mettre en colère, ou elle va nous rejeter la faute. Et là, tu joues au ping-pong. Mais oui, mais en général, le discours change quand tu parles vraiment de toi, de tes besoins, de tes attentes. Voilà, tu offres un cadeau à quelqu'un, ça te fait super plaisir de lui offrir et t'attends que la personne, elle fasse et que la personne, elle ouvre et fait « Ah, merci !» Putain, ça lui a pas fait plaisir, mais en fait, c'est tes attentes à toi. Et ben, dis-le, tes attentes. Et franchement, je m'attends que tu fasses. Dis-le. Comme ça, la personne derrière, elle sera honnête, en fait. Et toi, tu es honnête avec toi-même. Parle de toi. On jette pas la pierre. Non, jette pas la pierre. Puis du coup, c'est reprendre sa propre responsabilité et de pas de redonner la responsabilité à l'autre, en fait, de ses propres actions. Mais oui. Et si justement, c'est un enfant de 34 ans, eh ben, arrête de jouer à la maman. Aussi.
Voilà, Si tu le le vois petit comme ton mot. enfant, tu prends ta part de responsabilité, tu le considères comme un homme. Du coup, je reviens à mes petites questions puisqu'on a dévié, on a un peu dévié, mais c'est Ouais. pas grave. Du Dis-moi. coup, d'après toi, la place de la femme aujourd'hui dans la société, au sein du cercle familial, et je parlais également de la charge mentale qu'on a tendance à qualifier de féminine, qui commence à s'équilibrer selon certaines familles, mais qui reste quand même prédominante charge mentale de gérer tout le côté logistique, familial. Même si je sais que certains papas ont également ont également cette charge Oui, mentale-là en fonction du contexte familial. c'est ça. Moi, j'ai envie de te dire qu'une famille, déjà, c'est pas juste la maman. Pendant des années, en fait, si tu regardes bien un petit peu, enfin, moi, je pars toujours du principe où pour comprendre là où on en est, ben, regarde un peu les années arrière. Qu'est-ce qui s'est passé dans la société? Et quand tu regardes un petit peu, ben, tu remontes à la Deuxième Guerre mondiale et je ne vais pas repartir plus loin. Tu as tout qui a sacrément été détruit. Enfin, je pense qu'on fonctionne un peu partout, mais dans le Nord, vu que c'est ma région, hein, je suis du Pas-de-Calais, d'Arras. Tu sais, un peu lente, les corons, pardon, un petit peu dans le cliché, mais ça a été une région qui a été beaucoup détruite. On a perdu beaucoup d'hommes de partout. On a été énormément envahis et les esprits ont été vraiment marqués chez nous. Ça se sent et ça se ressent encore aujourd'hui. Ça reste présent. Et de là où ben, l'homme partait à la guerre, la femme était à la maison, cherchait à gérer au mieux, et derrière, il a fallu reconstruire. Quand il a fallu reconstruire, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes, il fallait travailler, 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 et les femmes, eh ben, faut pas oublier qu'elles étaient aussi coucounées pour faire des enfants, pour repeupler la France. D'accord? Donc à l'époque, on ne faisait pas en sorte à ce que la femme travaille, et non, elle devait rester à la maison. De toute façon, elle était là pour faire des enfants. Et si tu regardes, génération de nos grands-parents, ils avaient tous énormément d'enfants et de toute façon, on poussait à la procréation. Il fallait se marier jeune, il fallait faire des enfants jeunes. Et derrière, c'était poussé par la société pour repeupler la France. Et ça, on a tendance à l'oublier, en fait, cette histoire-là. Le problème, c'est que juste après, ben, c'est nos parents qui sont partis du principe où l'homme doit travailler, faire action, action, et on montre pas ses émotions. On est très dans le dur, on est très dans le faire. On ne montre pas non plus de douceur dans le couple. Non, non, c'est tabou. Bien entendu, un câlin, un bisou, une tendresse, un geste d'attention, c'est quand même très rare à ce moment-là où ça se voyait dans les familles. Le problème aussi, à cette époque-là, bah, tu ne te séparais pas de ta femme ou de ton mari parce que dans le couple, ça n'allait pas. Par rapport à la religion, par rapport à la société, par rapport au mariage arrangé, par rapport à un tas de choses. Mais ce qui fait que la femme était quand même bien bloquée dans son rôle uniquement de mère et plus de femme. C'était la maman. Et derrière, le mari qui n'était pas forcément là et qui n'était pas forcément super joyeux. Bref. Donc, en fait, il ne faut pas oublier qu'on revient de là et qu'entre-temps, bah, nos parents, ils ont fait un petit peu ce qu'ils pouvaient, sauf que comme on a dit tout à l'heure, ben, on a oublié qu'on était des êtres émotionnels. On a oublié ce que c'était les émotions, de quelle couleur elles étaient, de comment elles impactaient notre corps. La médecine s'occupe principalement avant que du corps physique. On traite un symptôme et à aucun moment, si on va entendre des médecins, surtout à l'époque, dire ouais, c'est dans votre tête. Mais non, mais c'est pas que tu as un nœud dans ta tête, c'est que tu as des émotions. Mais ça, on a oublié de le dire. Ce qui veut dire que notre génération, au final, là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on est en train de déconstruire tout ce qui a été fait à cette époque-là et de trouver une nouvelle place. Mais en fait, on est juste un être humain de base, qu'on soit homme ou femme, ça ne change rien. Pour moi, ça ne change absolument rien. On est des êtres émotionnels où on a plusieurs casquettes, plusieurs rôles dans nos vies. On peut être aussi bien salarié que parent. On est aussi l'enfant de nos parents. On est parent de nos enfants. Et en fait, on a tous plusieurs rôles. Et moi, il y a un truc qui m'énerve quand on parle de charge mentale, genre les femmes, aujourd'hui, par le vécu qu'on a eu, oh, les femmes, ceci, cela. Mais en fait, les hommes, c'est exactement pareil.
Et en fait, j'ai un problème aujourd'hui, j'ai du mal, et il me semble t'en avoir parlé, d'être dans des cercles de femmes. Mais on ne peut pas faire des cercles d'êtres humains, en fait. Le rôle de la femme, pour moi, c'est le même rôle que l'homme. Euh, c'est déjà d'essayer de faire de son mieux. On est là pour moi pour expérimenter la vie, pour rencontrer l'amour, pour faire alliance avec nous-mêmes, essayer d'apprendre un maximum, de libérer un maximum de ce qu'on peut faire. C'est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu, on est là pour apprendre. Et qu'est-ce qu'il faut? Ben, que tu gardes ton âme d'enfant. Maintenant que tu sois salarié, que tu sois chef d'entreprise, que tu n'aies pas beaucoup d'argent, que tu en aies beaucoup, que tu aies des enfants, que tu n'en aies pas beaucoup, que tu sois solo ou que tu aies 12 gosses et que tu as 3 maris, on s'en fout en fait. C'est pour moi, tout ça, ça ne change absolument rien. Et j'ai du mal avec cette catégorie de hommes et femmes. Si je me sens pas plus femme qu'homme, pourtant je reste féminine, tu vois. Si je me sens Ouais. être humain. Je me sens être un être humain et je trouve que c'est déjà cool. Ce qui veut dire que si j'ai envie d'être en survêt et en mode aucune féminité, c'est ok. Si j'ai envie de me promener en talons, en jupe décolletée, en fait, c'est ok aussi. C'est Pour moi, ça. il y a pas d'image derrière. Il y a qu'une vibration. Alors, c'est partir à l'extrême, hein, mais voilà, maintenant, le rôle de la femme aujourd'hui, eh ben, c'est simplement de faire de son mieux. Bah oui, t'es maman, bah oui, tu travailles. Aujourd'hui, la société, bah, t'es plus à la maison à élever tes enfants et quand bien même si tu le fais, il y a un moment où tu es obligé d'y aller parce que financièrement, ça roule plus. Et les enfants, bah, ils restent pas jusque 45 ans dans tes pattes. C'est qu'à un moment, si tu ne fais que être maman et tu ne fais que ça et que tu oublies ton rôle, tes autres rôles de vie au final, et ben, quand tes enfants ils partent, tu fais quoi? Et c'est ce que je vois aujourd'hui. Mes enfants, ben voilà, j'ai mon petit dernier qui est parti il y a 6 mois. Ben aujourd'hui, je fais quoi? Ben, j'aimerais bien travailler un CV, mais je sais pas trop comment on fait. Faudrait peut-être que je travaille, que je rencontre des gens, que je sorte. J'ai jamais voyagé. Mais non, on est tout ça à la fois. Donc je pense que le rôle de la femme aujourd'hui, ben c'est de se retrouver soi. Qu'est-ce qu'elle a à faire? C'est de se retrouver soi. Oui. Et c'est pas toujours évident. On dit pas que c'est facile. On dit pas que c'est facile. Non, C'est quelque chose de. Enfin voilà. c'est un chemin, c'est un parcours. C'est ça. Et on a toutes des parcours différents. Et je parlais de randonnée, de montagne. Le, Mmh. le plus beau et le plus magnifique, c'est le chemin. C'est pas le fait d'être arrivé, de se dire ça y est, je peux me poser et l'endroit est magique. Même si c'est, franchement, on est toujours fier quand on arrive à l'objectif et que on regarde le paysage en se disant ah ouais, quand même, c'est chouette. Mais le chemin pour arriver à cet objectif, c'est quand même quelque chose de plus important et le plus. C'est là où on va vivre les choses. Une fois qu'on est arrivé à l'objectif, on est arrivé à l'objectif, mais on n'est plus en action, on n'est plus en chemin. Et cette traversée, elle est magnifique et on a tous des chemins différents et qui sont tous autant beaux et magnifiques qu'on est en fait. Et c'est vraiment le plus important en fait aujourd'hui. Mmh. Mais quand on parle de ça, ça me fait penser à ça, par exemple, dans mon couple. Je vois pas mon homme comme mon homme. Non, c'est mon collègue, c'est mon équipier. On est ensemble, on travaille en binôme, pas complémentaire. On est chacun entier de notre côté, mais ensemble, on forme un binôme à la maison. Ce qui veut dire qu'on parle le même langage, on a la même direction avec nos désaccords. Mais en fait, on fonctionne pas en couple amoureux traditionnel où soit la mère, comme tu vois aujourd'hui, hein, la mère prend trop de place, dirige un peu la maison et le père qui arrive des fois un peu comme ça, ou le père absent, mais de laisser en fait l'homme sa place. Parce qu'à la maison, souvent, c'est le foyer des mamans louves, hein, c'est leur grotte. Elles ont leur cocon à l'intérieur et l'homme, des fois, eh ben, on lui trouve tous les défauts du monde. C'est bien souvent la bête noire, mais bien souvent, ils sont écrasés. Et ça, on oublie aussi de le dire, de laisser de la place au loup. Chacun sa place et chacun doit trouver sa propre place et
fonctionnement dans l'engrenage de la vie. Du coup, pour toi, ça serait quoi les bénéfices à long terme, tu vois, de pouvoir se reconnecter? On parlait de cette boussole intérieure, tu vois, d'être en capacité de se reconnecter à soi-même. Les bénéfices à long terme de ce processus, puis les impacts que ça peut avoir autant sur la personne, en fait, sur la femme ou la personne, sur elle et sur son environnement. Alors, de par mon vécu et des personnes que j'accompagne aussi, qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Une ouverture d'esprit, de se découvrir, de comprendre qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on vient faire même ici, ce qui nous fait vibrer. Tu as la sensation d'ouvrir tes ailes, d'être plus confiant pour avancer. Et vis-à-vis de tes proches, c'est plus sain. Alors, pour ma part, et j'en ai vu aussi beaucoup, où ça fait du tri dans les relations autour. Les personnes toxiques ou plus en adéquation avec nous, ça fait du tri. Il y a des personnes qui sortent de notre vie, mais des personnes qui sont de meilleures vibrations. Alors, pas de meilleures parce qu'il n'y a pas de bon ou de... mais de vibrations équivalentes par rapport à la nôtre qui se rapprochent de nous et des nouvelles relations qui se créent. Et pareil au niveau de la famille, des personnes de qui on s'éloigne, des personnes de qui on se rapproche. Et dans tous les cas, les relations sont plus saines parce qu'on se respecte. On respecte, en se respectant, on apprend aussi à respecter l'autre, à respecter ses choix, à respecter ses envies. Et ce qui fait qu'on a plus d'énergie, on a plus d'envie, on est plus curieux et plus à l'écoute de notre corps. Meilleure santé, c'est-à-dire que les petits rhumes d'hiver sont de moins en moins courants parce que tu as plus de jus à l'intérieur. Si tu as plus de jus, tu as plus d'énergie, tu es en meilleure forme, déjà tu es plus centré, tu es plus concentré, tu as plus d'envie de faire des choses et des choses concrètes, des choses réalisables. Et de croire en tes rêves, des choses que tu avais laissées de côté, se remettent à revenir et tu t'es plus à l'écoute de ça. En tout cas, une sensation de liberté, liberté d'être, de liberté d'agir, de liberté de mouvement, plus de confiance en toi, plus de confiance en la vie, meilleure estime de soi et les relations toxiques, du coup, qui s'éloignent pour faire entrer de nouvelles relations plus saines. Voilà, moi, ce que je constate. Et toi, Elodie, qu'est-ce que tu as pu constater pour toi ou pour les personnes que tu as accompagnées? En fait, moi, je vois beaucoup de bénéfices, mais tu les as. En fait, tu as tout dit. Donc, c'est ce côté de plus d'énergie et de savoir où j'ai envie d'aller. Tu vois, de se dire, parce que quand tu es un peu déconnecté, tu es un peu en mode dans le brouillard et c'est où est-ce que je dois avancer, comment je dois avancer, qu'est-ce qui me fait plaisir. Tu vois, on le disait en introduction, au début de l'émission, c'est même plus en fait ce qui est en capacité de nous faire plaisir. Et donc là, c'est de retrouver ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne envie d'avancer, cette flamme intérieure qui est ravivée et avec un véritable impact sur notre famille, puisqu'il y a cette sérénité qui s'installe et des dialogues qui sont plus fluides, plus intéressants, enfin plus posés. Et moi, je me rappelle d'un retour avec mon fils de l'hôpital. Il avait été opéré, donc on était en visite post-op. Et derrière, je dis, écoute, il faut qu'on se dépêche et tout. Tu vas être en retard pour ça. Et là, il me dit, mais maman, tu te mets la pression pour pas grand-chose. C'était le repas de Noël. Et je lui dis, mais tu te rends pas compte, quand je travaillais encore du coup à l'hôpital, j'étais tout le temps comme ça, en fait. Et là, il a osé, il a réussi à me dire, mais maman, en fait, c'est vrai que c'était à ce moment-là, c'était un rythme qui était extrêmement compliqué pour moi. Là, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même eu du chemin de fait. Et il y a eu l'apport de la sérénité, même, tu vois, de mes enfants. J'ai trouvé des enfants qui étaient quand même plus posés, plus sereins. On n'était plus dans la cour du vite, 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 vite. On peut se poser, on peut prendre du temps pour faire autre chose qu'on n'avait pas forcément le temps à faire. Et du coup, c'est juste magique, quoi.
tes importances, les choses qui te semblent importantes dans la vie de tous les jours avant, une fois que tu as avancé, en fait, tu mets plus les mêmes importances C'est ça. sur les choses. Moi, je sais que, tu sais, c'est des choses toutes simples. Avant, je voulais que ma fille se lave avant manger. Maintenant, je n'en ai rien à faire. Tant qu'elle se lave, c'est OK. Tu te laver avant, après. Au final, tu es plus du matin, tu es plus du soir, mais fais ce qui, toi, te correspond. Mais avant, en tant que maman, bah, tu as tendance à... Et là, Mais après, bah, quand tu te libères, tu as moins d'importance sur ça. L'objectif, c'était laver. Bon, bah, c'est bon. Check. c'est ça. L'avantage du cadre qu'on peut se fixer en tant que maman, ça nous sécurise. Et puis, on sait que les enfants, en étant plus jeunes, ils en ont besoin. Mais qu'en grandissant, on peut aussi lâcher du lest et de leur faire confiance. Et là, tu vois, j'ai mon grand qui a 12 ans depuis la semaine dernière. Le début de la crise d'adolescence et c'est ok. Enfin là, tu vois, sa lubie, c'est de se faire pousser les cheveux. Donc du coup, j'ai dit ok, pas de souci. Par contre, à un moment donné, il va peut-être falloir que tu ailles chez la coiffeuse pour pouvoir remettre en forme pour que ça puisse pousser correctement. Donc là, on est en pleine négociation. Je dis ok, pour l'instant, il veut pas, il veut pas. Je dis par contre, tu veux avoir les cheveux longs, ok. Mais le truc, c'est que moi, là, j'ai besoin, c'est quand même que tu apprennes et que tu prennes le temps de te coiffer parce que du coup, tu as les cheveux un peu, tu sais, tout en bataille. Et du coup, je lâche le fait qu'il ne veuille pas aller chez le coiffeur à l'instant parce qu'en gros, il me dit non, mais à chaque fois qu'on me dit que je vais chez le coiffeur et tout, dès qu'elles me font ça, en fait, elles me coupent trop court. Ok. Donc là, je vais lâcher, c'est les vacances qui arrivent. Et puis après, ça va être, si on arrive à trouver quelqu'un à qui tu peux exprimer ça, est-ce que tu serais OK pour aller chez le coiffeur pour pas que, enfin, voilà, pour que les cheveux ils puissent pousser correctement, quoi. Mais pour l'instant, c'est pareil, tu vois, j'ai lâché, en fait, c'est pas important s'il est bien comme ça. Ou à un moment donné, je me dis que ça viendra aussi de lui-même et les choses ont été posées, en fait. Ouais, et c'est important ce que tu parlais tout à l'heure, les petits, ils ont besoin de rituels. Ça les Ouais. sécurise, on fait toujours la même chose, ça permet à ce que le système aussi se règle pour le sommeil, etc. Mais après, les rituels, quand les petits grandissent, ben, je trouve que ça s'ajuste déjà à l'âge de l'enfant, aux besoins de son enfant, mais aussi, on n'est pas obligé de leur imposer des rituels. Et ça, j'ai beaucoup de mamans, tu sais, qui ont tendance à le faire à la maison. Elles ont décidé que c'était comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui veut dire que c'est non, tu vas là, et ça part tout de suite dans les tours, et elles savent plus gérer la situation parce qu'elles ont contrôlé leur rituel qui est réglé comme du papier musique, sauf que l'enfant, il est pas papier musique. Hein. C'est pas du tout. Et ce qui fait que ça rentre en guerre tout le temps. Mais le Ben, rituel, tu peux le faire avec ton enfant. ouais, tu peux l'accommoder avec ton enfant en disant, bah, il y a ces choses-là qui sont à faire dans le Ouais. sens que tu as besoin. Je sais que moi, j'avais créé des fiches avec mes garçons. En fait, je leur avais dit, Mm. il faut qu'avant de partir, vous ayez fait ça. Donc, tu sais, une fiche plastifiée. Et je leur ai dit, en fait, je m'en fous dans l'ordre dans lequel c'est fait. Alors, attention, pas le brossage de dents avant le petit-déj. Mais quand Mais même en disant, laisse-leur, faut l'expérimenter. c'est ça. Mais en leur disant, voilà, vous avez ça à faire et qu'au moment de partir à l'école, en fait, la liste de choses, elle soit faite. Et là, du coup, j'ai mon petit qui l'a perdu et donc on va lâcher là parce qu'il y a les vacances qui arrivent. Et mais en fait, je te répète tous les jours la même chose. Donc, ok, t'imprimes pas. On va ressortir la fiche, on va la réadapter en disant, il faut que tu penses à faire ça. L'ordre, en fait, on s'en fout. Mais il faut juste que tu arrives à pouvoir le faire à un moment donné. Typiquement, il oublie d'ouvrir ses volets avant de partir à l'école. Et là, je lui fais non, mais en fait, c'est tous les jours que je te le répète. Donc, en fait, on va remettre en place la fiche. Comme ça, tu vas pouvoir voir les choses que tu as besoin de faire et dans l'ordre que toi, tu penses à les faire, tu vois. Ouais, Je suis et pas là, je trop sais pas. sur, moi, je suis pas trop sur l'ordre, mais je suis surtout sur le nombre de tâches à faire que tu as besoin de faire dans cet espace-temps imparti. Et après, c'est à toi que, au moment où on part, après, les miens sont plus grands. Hein. Mon plus petit, il a 10 ans. Oui, mais tu sais, les mamans en général, il se passe aussi quelque chose, c'est qu'elles font beaucoup pour leur enfant. Là, tu accompagnes ton enfant le matin, ben ouais, tout ton volet. Ok, t'aères ta chambre.
Tu as beaucoup de mamans qui vont pas demander ça à leur enfant et qui vont courir partout Et qui pour vont le faire à faire la ça. place. Ouais. Mais t'es pas esclave de tes enfants. C'est ça. T'es pas Cendrillon, hein, maman. Hein. Alors, là, il y a Blandine qui dit à l'inverse que Lynn a besoin de faire son rituel dans l'ordre, sinon elle est perturbée. Alors, c'est OK aussi, en fait. Ce qu'on est en train de dire, Blandine, et ta remarque, elle est très, très juste, c'est que c'est l'hyper-contrôle des mamans qui, des fois, qui fait que ça rentre au clash avec les enfants. Si, Oui, moi, il a le besoin de l'enfant. voilà, et là, tu réponds aux besoins de l'enfant. Tu vois, j'ai Valérian qui a 10 ans, il a une feuille, il va respecter l'ordre de la feuille. Parce qu'en fait, son cerveau fonctionne comme ça. Et puis en même temps, tu vois, il a un bon TDAH, donc en même temps, si moi je cadre pas, ça peut partir dans tous les sens. Mais en fait, le fait que les choses, elles soient dans l'ordre, ça lui permet lui aussi d'être de suivre mon côté infirmière, mais qui a un protocole, voilà, une procédure. La maman infirmière qui, même à la maison, protocolise les choses. Mais j'ai lâché du lest en disant, bah, si c'est pas fait dans l'ordre, c'est pas grave. Et moi, je leur ai expliqué, en fait, en leur mettant, en disant, moi, ce que je vous demande, c'est quand même le brossage de dents, c'est après le petit-déj, quand même. Après, le reste, je m'en fiche dans quel ordre c'est fait. Oui, c'est Voilà. parce que là, toi, tu te encadres, nous ici, par rapport aux besoins de l'enfant et aussi, tu sais, brossage de dents, se laver, etc. Moi, je leur ai laissé le choix au final, tu vois, par exemple, il y en a une qui préfère se laver le matin et l'autre, elle préfère se laver le soir. Aucun problème, on s'adapte. Elles peuvent faire comme elles ont envie. Le tout, c'est que dans la journée, tu t'es lavé, tu t'es brossé les dents, mais chacune répète au final tous les jours leur même cycle parce que effectivement le rituel va sécuriser l'enfant et c'est important et même pour nous on sait que du coup ça roule mais comme l'enfant il est moteur et c'est pareil avec ta fiche hein, comme l'enfant il choisit au final il a le choix et il a dit ben ouais moi je vais faire soit il suit pour toi la fiche il suit cet ordre soit il met un peu tout dans le désordre mais le fait que l'enfant choisit et que ce soit pas pleinement imposé de la maman tac 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 eh ben, ça rend quand même les choses plus cool parce qu'il se sent libre de pouvoir choisir les moments. C'est ça. Et alors, moi, les moments, je sais que, tu vois, typiquement, on rentre de l'école, le soir, c'est on fait les devoirs, par contre, vers 18h, 18h30, mais c'est jamais tout à fait la même heure, c'est ça y est. Par contre, le mercredi, comme mon petit est en activité, il va aller prendre la douche hyper tôt, mais on rentre, il fait du rugby, donc le mercredi après-midi. Alors aujourd'hui, il faisait grand beau, ça va, mais quand il fait jour de pluie ou jour de bah, c'est tu rentres, tu vas juste te prendre un bain hyper chaud et derrière, en fait, on est tranquille. Mais derrière, il le sait. Mais parce que c'est vrai que c'est aussi un rituel qui est ancré depuis des années. Enfin, c'est sa 5e année, donc on est vraiment sur quelque chose de très ritualisé. Et c'est ce que tu disais, toi, tes filles, elles peuvent choisir le matin ou le soir. Et bien moi, c'est pareil, mon grand, depuis tout petit, depuis bébé, en fait, ils ont la douche le soir. Et par contre, moi, mon grand me dit, mais maman, je ne me douche pas le matin. Moi, si je me douche, c'est le soir. Donc, il suffit qu'un soir, pour X ou Y raison, tu vois, tu sois parti, qu'on arrive un peu tard ou quoi que ce soit, mais il prendra sa douche que le lendemain soir. Et fondamentalement, moi, alors, il y a les toilettes de chat hein, entre deux et tout, mais ça ne va pas me déranger exceptionnellement qu'on saute, parce qu'il y a ce côté, mais ça, c'est un autre sujet, du trop propre, d'être dans le trop aussi. Mais c'est pas forcément bon pour la peau. Et là, on est aussi sur des peaux atypiques chez les deux. Donc, du coup, il faut temporiser les lavages. Mais c'est vrai qu'on est sur ce rituel qui va sécuriser l'enfant, mais pas être dans trop le contrôle. Et l'objectif, c'est que de faire des enfants qui deviennent en tout cas autonomes. Et si on fait à la place d'eux, alors là, c'est l'infirmière de gériatrie qui s'est fait 10 ans de gériatrie, si on fait à la place d'eux, la personne ne peut pas être autonome. Donc, à un moment donné, l'objectif, c'est que nos enfants deviennent autonomes. On ne sera pas toujours là Et pour… puis après, ces enfants-là, adultes, deviennent des adultes qui ne savent pas faire des choix. C'est ça. Quand la maman, alors souvent, c'est des mamans remplies d'amour, qui veulent bien faire. C'est des mères poules avec une surcharge de fou et qui aiment profondément leurs enfants. Et elles veulent tellement bien faire que pour être sûr qu'il n'est pas froid, le lendemain, on va lui préparer ses affaires,
Là, il sait, l'enfant, ce qu'il doit faire, à quel moment. Il n'a pas besoin de réfléchir. Il se Non, pose aucune question. Il fait machinalement, maman l'a dit de le faire, là c'est ça. On attend ça de moi, je suis un bon enfant ou pas, hein. Mais je fais ou je rentre en colère parce que tu as ceux qui vont bien suivre et tu as ceux qui vont se rebeller ou à certains moments. Mais n'empêche que l'enfant ne fait pas de choix, ne prend pas de décision. Je vais te dire, j'ai eu une maman l'autre jour au téléphone qui est une amie, hein, qui me dit: «Oh, tu te rends pas compte?» Donc on est dans le nord, hein, à ce moment-là, il faisait -5. Et elle me dit: «Tu te rends pas compte, il est parti à l'école en soquette, mis des petites chaussettes basses». Elle me dit: «Non, franchement, il est rentré, j'étais pas contente, du coup, je lui ai préparé ses chaussettes pour demain». Mais est-ce qu'il a eu froid? Ben non, non, il a pas eu froid. Mais on est en hiver. Donc en fait, sinon, il va tomber malade. Ben non, mais laisse-le faire ses choix. Laisse-le apprendre s'il tombe malade en soi. Il n'y a pas mort d'homme, mais après, il comprendra que dans ces cas-là, s'il y avoir des petites chaussettes, il a eu froid, il a besoin d'expérimenter. Mm. Tu as besoin d'expérimenter. Et si tu es toujours derrière ton enfant, il n'expérimente pas, et après, il n'ose pas expérimenter, et sa petite zone de confort, elle est toute fine, hein, au final, elle est toute petite. Il n'a pas beaucoup de mouvement, hein, dedans. J'ai tenté l'expérience, mais alors avec mon grand qui a 12 ans, il part au scout. Et la dernière fois, je me suis dit, t'es sûr que tu vas avoir assez chaud? T'as pas prévu une autre paire de chaussettes, de chaussures? Je dis, si vous marchez dans la neige, il partait en montagne. Je dis, ah non, machin, je dis, ok. Mais c'est compliqué. C'est quelque chose qui est pas évident. En tout cas, sur l'habillement, on le dit, hein, faut leur faire confiance. Ils ressentent pas forcément le froid. Et c'est vrai que tu vois des gamins en plein hiver. Alors, c'est marrant, c'est que vous avez plus froid que chez nous. Oui, Je mon suis frère, même il pas dit sûre. ça, je crois. Ouais, ouais. Mm, Je suis pas sûre qu'on soit descendu aussi bas cette année, hein. Donc, je suis pas sûre qu'on soit descendu. Je crois que Ah, le plus bas, oh c'est non. -1, -2, un grand max. Ah non, nous, on a eu les -15. Ah bah, Avec les petits ressentis de -18, on y était, ouais. on n'a pas eu aussi froid d'ailleurs. Mais du Oui, coup, tu vois des gamins en short, t-shirt à cette époque-là de l'année. Là, tu te dis, oh mon Dieu, au secours, il doit avoir froid. Alors que fondamentalement, s'il est en short, t-shirt, il a pas forcément froid non plus, quoi. puis ça dépend de son corps, de son système. Euh, c'est tout. Tu peux pas habiller les enfants de la même manière. T'en as qui sont frileux, t'en as qui ont chaud, en fait, qui débordent là de feu à l'intérieur et qui sont pleins de peps et que c'est tout. Il va pas être bien, en fait. C'est C'est ça. tout. Et c'est vrai qu'en tant que maman, tu te mords les lèvres par moments en disant, mais c'est pas possible. Enfin, mais non, non, mais si. Parce que Oui, si une fois, il met pas son petit bonnet, ben, le lendemain, tu n'auras pas besoin de lui dire, il le mettra. C'est tout. ça dépend du comportement de l'enfant. Ouais, mais s'il en a besoin, s'il en a besoin. C'est quand tu as froid, tu fais quoi? Tu te couvres. Si tu as eu froid le lendemain, ben, tu vas mettre un truc un peu plus épais. Mais des fois, C'est entre là. deux, tu vois, il y a la nuit qui est passée, ils oublient qu'ils ont eu froid la veille, hein. Faut qu'ils Ouais, réexpérimentent les choses. ouais, mais des fois, tu as besoin de te casser la gueule 10 fois pour comprendre qu'il faut arrêter de sauter dans le trou. Moi, je leur montre. C'est vrai qu'à la maison, je leur explique pour s'habiller la température qu'il va faire aujourd'hui. S'il pleut, s'il y a du soleil, on regarde la météo ensemble. Et après, elle se débrouille, mais même la petite de 5 ans, hein. Aujourd'hui, tu as sport à l'école, aujourd'hui, tu fais vélo. Le temps, il fait ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on met? On met un maillot de bain? Ah, bah non, hein. Ben oui, mais ça permet de se questionner et de comprendre par rapport aux activités que je vais faire aujourd'hui, par rapport à la météo qui fait, bah en fait, tu mets quoi? Mm. Tu vas pas mettre une jupe toute serrée là, qui t'arrive en dessous de tes genoux si tu vas faire du vélo. C'est pas possible. Tu vas pas pouvoir pédaler et puis ta jupe elle va se prendre dans ta selle. Donc non. Mais si tu lui expliques pas à l'enfant et que tu le fais, et ben ce schéma-là intérieur, ben il l'a pas. Et C'est adulte, ça. tu le vois aujourd'hui. Ceux qui ont été fort prouvés, oh ma maman elle était toujours là, on est très fusionnel, on est très présent, on a beaucoup parlé ensemble et tout ça. Elle faisait beaucoup de choses pour moi. Et aujourd'hui, ils se retrouvent face à des situations, à plus savoir, ils sont face à des carrefours et ils savent plus.
par où avancer, quelle direction prendre, parce qu'ils n'ont pas le mécanisme intérieur de se questionner de ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. Donc après, c'est de la rééducation intérieure. Ça prend du temps. Oui. En tout cas, ça reste un sujet extrêmement intéressant et hyper important. Et pourquoi pas Et Blandine, on ne t'aura pas assez entendu que ça, hein, Blandine. Et pourquoi pas vélo en maillot de bain avec une écharpe, ça va pas Cindy. Peut-être pas avec un moins 15 ans. Oui, c'est ça. Avec les petites bottes de neige, c'est nickel. Puis à l'école, je suis pas sûre que la tenue en maillot de bain soit acceptée. Hein. Non, et puis là, moi, je veux bien qu'elles expérimentent des choses, mais mon petit cœur de maman, il dirait non quand même. Là, on est hors cadre possible de l'acceptation pour moi. Et après, c'est ça aussi, c'est respecter ton propre cadre et de ce qui est OK pour toi et ce qui n'est pas possible. Ouais. Donc, du coup, la conclusion de tout ça, c'est l'amour de soi et puis se respecter pour arriver à respecter finalement les autres aussi. Et ben, c'est toujours cette fameuse reconnexion à cette boussole intérieure. Je l'aime, cette boussole. Ah ben oui. J'avais piqué la boussole à mon fils pour faire ma vidéo la semaine dernière dessus. Je l'ai pas vu. Alors, je l'ai vu, mais je l'ai pas vu. Ben, du coup, pour terminer cette belle soirée, un petit exercice simple à intégrer dans son quotidien pour aider à la reconnexion à soi. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous proposer ce soir? Alors, il y a déjà des exercices d'écriture qui ont été donnés. Ouais. D'accord. Pour te reconnecter à toi, qu'est-ce que je Ouais. pourrais conseiller? Alors, se reconnecter à soi, se reconnecter à l'instant présent, se reconnecter à... Ouais, Moi, c'est plutôt ça, moi, que j'entendais. Ouais. Moi, je partais à la base sur un truc complètement autre quand tu m'avais parlé de ça. En fait, moi, j'ai envie de te dire observe. Observe, juste regarde. Vous pouvez faire les écrits, les écrits que vous voulez. Moi, c'est pas l'écriture qui est plus pertinente dans le système de Cindy, dans mon intérieur. Mais prends juste un instant pour observer ce que tu as. On est toujours en train de courir après plein de trucs. Mais en fait, le bonheur, notre vrai bonheur, il est déjà là. Mais quand tu passes ton temps à courir à toujours plus loin, à toujours plus haut, ce que tu as aujourd'hui, tu ne le vois pas, mais ce que tu as aujourd'hui, c'était tes rêves déjà d'hier, hein, tu sais. C'est ni plus ni moins que ça. Alors moi, j'ai juste envie de dire, fais pouce, hein. C'est un petit peu comme les gosses. Pouce, je fais une pause. Et ben en fait, fais pouce et regarde, parce que dans la vie, on n'arrête pas de dire, ouais, regarde la montagne par étapes, tac, tac, tac. Sauf que là, tu es déjà sur une marche, tu es déjà sur un palier. Et il y a 10 ans en arrière, regarde là où tu étais il y a 10 ans. Putain, regarde là où tu en es aujourd'hui. Peu importe ton parcours, il y a un parcours évolué et regarde le bonheur que tu as, que ce soit la richesse intérieure, les gens qui t'accompagnent, le matériel qui t'entoure, là, ces trucs que tu as rêvé, que tu as acheté, que tu as voulu, que tu étais trop content, les cadeaux que tu as reçus, les moments, la santé, le corps qui fonctionne, tes animaux, les petits moments. Voilà, il y a plein de petits trucs autour qui te font vibrer, que tu as acquéris, soit à l'intérieur de toi, soit autour de toi, soit à l'extérieur de toi. Alors, pousse sur image et puis juste observe. Voilà. C'est juste ce moment-là, de prendre ce temps-là. Et en fait, tu le fais 2 minutes, ça marche, mais fais-le beaucoup. Tu le fais 2 minutes et tu le refais toutes les 2 minutes. Oui, parce qu'en fait, tu sais, notre cerveau, il va enregistrer ce qui est positif, ce qui nous fait du bien, de compréhension. Ça va être avec la répétition de l'action dans le bien-être. C'est ce qui va nous apporter vraiment quelque chose de puissant derrière. Au début, tu t'observes, en fait, c'est simple, hein, tu te poses, tu observes, tu vas dire, ouais, bon, mais fais le petit chemin intérieur en disant,
Et j'en étais où il y a 5 ans? Et j'en étais où il y a 10 ans? Et regarde ce que tu as. Regarde, tu te poses dans ton salon, tu regardes, tu vois les souvenirs, tu vois les moments, tu vois plein de choses que tu as pu acquérir, tes projets, ta maison, elle te ressemble, hein, observe ton salon, hein. Ta maison, c'est le reflet de ton intérieur. Observe ton salon. Et s'il te plaît pas, ben, bouge les meubles, hein. Non, moi, j'étais en mode, c'est bon, je l'ai rangé avant de démarrer l'émission, ça me va. Et voilà. Essayer de prendre ce temps-là, sans forcément aller faire des exercices qui, des fois, peuvent nous mettre mal à l'aise ou des fois peuvent être techniques. C'est vraiment de se poser et regarder ce qu'on a là parce qu'on a déjà tout, en fait, pour être épanoui. Tout est déjà là. Eh bien, en tout cas, regarde, moi, je te remercie en tout cas de... Oh, ça, c'est pour toi. Moi aussi un jour, mais c'est pas le moment. Du coup, pour finir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Si on À mon nom. Ouais. À mon nom, tout simplement, qui est écrit en dessous, Cindy Tison. Alors, Tison avec un Z. Et je tiens à mon Z parce qu'il est peu courant. Et ça vient d'une faute d'orthographe de la préfecture. Et j'adore cette histoire. Fait qu'on ait une branche particulière, atypique, avec un nom qui n'existe pas. Donc, on est très, très peu. Vu que des fautes d'orthographe, il n'y en a pas eu 40. Donc, Tison avec un Z, c'est moi. Avec ma photo de profil et puis tout simplement tout ce qui est les autres réseaux sociaux, non, pas plus que ça. C'est vraiment sur Facebook où je vais être le plus présent. Les autres, pour faire simple, j'y comprends rien et ça me prend du temps et de l'énergie. En fait, je préfère utiliser mon énergie ailleurs. Donc, je reste sur Facebook. Je suis très présente aussi sur Messenger et en général, je réponds assez rapidement en dehors des consultations. Voilà. Ça y est, Blandine se réveille. C'est la fin de l'émission, Blandine se réveille. Suivez-moi, je vous montre le chemin. On rigole bien sous les publications de Cindy. Mais je savais que la tisane des mamans, ça allait lui plaire à Blandine. C'est pour ça que je l'ai taguée la semaine dernière sur le live. Et puis tu vas voir, elle va venir aussi. Blandine, je compte sur toi euh, pour, tu vois, les attentes là derrière, Blandine. Non, mais c'est forcément un sujet qui lui parle en fait, de là où elle en est dans sa vie. Et je pense que tes lives avec les différents intervenants, ben, quand on les suit, pour chaque maman, chaque femme au final qui cherche à avoir du mieux-être quelque part, dans chaque live, elles peuvent trouver, je pense, des petites choses percutantes pour elles dans leur quotidien ou une prise de conscience ou la motivation de rentrer en action dans quelque part. Donc, voilà. Je souhaite bonne continuation à la tisane des mamans d'Élodie. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai que ce que tu disais, c'est que toutes les semaines, moi, j'invite une thérapeute, enfin en tout cas une thérapeute, une coach à m'accompagner sur la tisane des mamans. Et comme vous avez pu le voir, c'est un moment où on papote, sans prise de tête, avec la tisane. Moi, elle est finie hein, depuis le temps. Voilà, c'est vraiment sans prise de tête et franchement, les commentaires et les questions sont forcément le bienvenu. Donc, enfin, Blandine, n'hésite surtout pas, enfin, tout au long du live, il y a pas de questions bêtes et c'est vraiment un cœur ouvert et c'est vraiment un espace qui est fait pour, en fait, et pour les mamans. Et j'allais dire plus globalement pour les femmes parce que, enfin, voilà, oui, on va parler d'enfants, mais je pense qu'il y a des problématiques qui peuvent être beaucoup plus globales que reliées aux mamans. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus également. En tout cas, merci beaucoup de ta présence. On y sera arrivé puisque Cindy devait faire la première émission avec moi et puis des petits soucis techniques puisque je découvrais le logiciel en même temps. Mais on y sera arrivé. Tu devais ouvrir le bal, c'est tout. Et puis en même temps, tu vois, j'aurais passé ma Saint-Valentin sans toi. Non, non. On a failli quand même. Hein. Ouais, mais tu vois.
Mais tu vois, j'ai mon listing et je ne t'avais pas barré sur le listing. Je me dis oui, bon, bah, c'est bon. Je la laisse. C'est ça. C'est ça. Mais au final, elle sera là quand même. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci Blandine pour le message et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine qui sera mercredi prochain aussi. Bonne soirée. Au revoir. Merci Elodie. Merci Cindy.